En effet, je pense qu'une des choses les plus importantes à dire pour m'introduire, c'est que je fais partie d'un collectif. Sur la photo, il y a 6 personnes, entre-temps on est 8. On travaille dans une structure à tendance horizontale. C'est pas que personne a le dernier mot sur rien, mais disons que les alliances et les relations de pouvoir sont changeantes en permanence. Et on s'est retrouvés en 2005, et puis progressivement pour ceux qui nous ont rejoints, pas autour d'un métier ou pas autour d'un projet concret, mais autour d'un intérêt spécifique. Ces intérêts, quand on fait un bout de chemin ensemble avec des personnes, on en développe des autres. Mais disons que le point de départ, c'était vraiment la question de déchets et y coupler la question de la réutilisation. Et je commence peut-être avec un point théorique sur qu'est-ce que c'est un déchet, parce que c'est une notion assez intéressante dans la manière, de la manière qu'elle peut se définir uniquement en faisant référence à elle-même. Donc il y a une série de mots qui partagent cela, mais la question du déchet, elle est particulièrement intéressante. Donc selon la plupart des législations, en tout cas celle en Europe et celle en Amérique, un déchet est ce qu'est considéré un déchet. C'est tout aussi simple que ça. Si je trouve que ce micro est un déchet et qu'il est ma propriété, il est un déchet. Si je trouve qu'il a une valeur d'utilisation, il ne l'est plus. Donc il y a une sorte de... cette notion de déchet, elle était venue parce qu'en effet on était intéressé dans l'économie matérielle de notre société, mais elle nous obligeait de regarder au-delà de la simple matérialité. C'est-à-dire que, comme je viens de donner l'exemple sur le microphone, il n'y a pas moyen par les molécules ou par une science exacte de définir si c'est un déchet ou pas. Il y a toujours la question du jugement et donc de la présence humaine qui est implicite dans cette notion. Premier projet qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un des premiers projets, on a regardé dans un contexte industriel comment cette notion de déchet était utilisée. Ici une petite vidéo d'une entreprise qui remplit des bouteilles d'eau. Vous voyez qu'il y a une bouteille qui part sur la bande du haut, alors que la plupart partent en bas. Donc c'est un mécanisme ou c'est une machine qui est spécialement conçue pour séparer les mauvaises bouteilles des bonnes bouteilles. Donc c'est une machine qui décide selon certains paramètres qu'est-ce qui est à considérer un déchet et qu'est-ce qui est à considérer un produit. A priori, juste avant ce jugement-là, c'est la même bouteille, c'est le même contenu, c'est exactement la même chose, et donc c'est une machine qui prend ce choix-là. Donc on a fait une exposition sur une douzaine de ce genre de moments. C'était vraiment le moment que quelque chose devient un déchet qui nous intéressait, et on a mis ça en expo en montrant une série de matériaux. Donc ici vous voyez par exemple une série de bouteilles Pepsi qui sont dans ce cas-ci pas assez remplies. Je vous montre quelques autres visites d'entreprises parce que donc les premières années qu'on a travaillé ensemble, on a fait 200, 300 visites et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on continue à faire, de juste prendre les pages d'or et de se dire tiens, une usine qui produit du floating glass, comment ça marche, on prend le téléphone et on essaie d'avoir un rendez-vous. Donc ici, une société qui fait le tri des vêtements usagés. Donc quand vous mettez tous les vêtements que vous portez plus dans un sac, vous le mettez dans une benne, ça part dans un centre de tri où il y a un tri qui est effectué. Ici, vous voyez le tri. Donc les catégories correspondent à été, hiver, homme, femme, t-shirt, une catégorie séparée. Et donc le output de ce processus-là, c'est des ballots triés. Donc on peut, un ballot de jeans par exemple, de pantalon en jeans, coûtera peut-être 400-500 euros.
Ce sont des matériaux qui sont destinés à l'exportation, mais évidemment, des pulls en laine, on ne va pas les envoyer en Somalie, des t-shirts, on ne va peut-être pas les envoyer à l'Europe de l'Est, ou peut-être si. D'où la nécessité de faire un tri. Pour vous donner une idée de l'échelle, ce centre-ci travaille uniquement sur des vêtements bruxellois et donc, une région d'à peu près 1 million de personnes. Ce n'est pas d'ailleurs l'unique entreprise qui fait ça, et ça génère à peu près 60-70 emplois. Donc c'est quand même une opération à une échelle assez importante. Fait divers, quand vous mettez vos chaussures dans un sac, comme vous avez vu, la première chose qu'ils font sur la ligne de tri, c'est d'ouvrir tous les sacs et les renverser dans une grande benne. Et donc, quand vous ne faites pas de nœuds entre vos chaussures, ça pose un problème logistique. Et donc, il y a une personne dans la société qui a comme mission de régler ce problème-là. Donc, vous pouvez regarder comment ça marche. Nous, on l'a essayé. Lui, il est spécialement doué. Nous, on mettait 10 minutes, 15 minutes. Voilà, donc voilà une paire. Et donc, la photo que je vous montrais avant, évidemment, quand on est à la limite de ce qu'on peut faire à l'œil nu, on va les trier par couleur et par taille en espérant de les trouver. Donc, il faut vous imaginer un grand hangar plein de chaussures impaires. Autre situation de tri assez classique, je suis sûr que vous pouvez le trouver à Genève aussi. Donc vous mettez toutes les emballages le packaging dans un sac. Évidemment, les canettes en métal sont à traiter d'une autre manière que les bouteilles en PET, que les cartons les emballages en carton. Et donc l'input de ce centre, c'est plus ou moins ceci, et le output de ce centre est cela, des ballots de nouveau triés par couleur. Et de nouveau une situation assez intéressante. Ceci c'est une des stations de travail d'un des ouvriers qui voit donc passer des dizaines de tonnes de déchets d'emballage. Et donc ces objets-là, d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre, il les a retenus. Il ne les a pas laissés passer dans les déchets généraux. Donc c'est une constante en fait qu'on voit dans la plupart des centres de tri qu'on a visités, c'est que les endroits, il y a certains matériaux pour des raisons très difficiles à expliquer qui survivent ce contexte-là, qui ont cette petite quelque chose qui fait qu'elles sont mises de côté. Et quand je vous parlais de la question de l'appréciation, ou que la question de déchets est liée avec un jugement humain, ce genre d'instance c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Quand on a comment s'intéresser aux déchets à Bruxelles au moment qu'on a fondé Rotor en 2005, la plus grande densité de déchets à un endroit, c'était vraiment la cité administrative, une cité des années 60-70 qui hébergeait une série de ministères fédéraux, mais qui, comme vous le savez, l'État fédéral, il est plus si important en Belgique, donc il y a eu une démolition partielle de tout ce site-là et une redestination. Et donc, comme on était intéressé dans les flux de matériaux, on a essayé d'entrer dans ce site ici par le parking souterrain qui était en dessous d'une des tours de ce site. Et on a commencé à se balader à ces endroits-là. Ce qu'on voyait était ce genre de situation-là, des matériaux qui étaient intéressants selon nous parce que en tant que bricoleur ou en tant que jeune designer, ce sont des matériaux auxquels on n'a pas facilement accès. C'est assez facile d'aller dans un magasin de matériaux de bricolage, acheter un panneau de multiplex, mais trouver des panneaux de multiplex courbes mélaminés, ce sont des matériaux qui ont quand même cette petite quelque chose de plus. Et donc on était vraiment intéressé d'avoir un accès à ce bâtiment-là. Mais bon, comment passer par le trou
qui connectait le garage souterrain. La seule chose qu'on pouvait prendre, c'était des très petites choses, quelques interrupteurs et une montre qu'on n'a jamais su faire fonctionner. Et donc, on s'est dit, ok, si on est sérieux par rapport à cette question-là, il faudra faire un peu nos devoirs. Et donc, on a commencé à visiter les marchands de matériaux de seconde main partout en Belgique. Ici, il y a plusieurs modèles, je vais revenir, mais ceci est vraiment le modèle classique. C'est quelqu'un qui achète de tout et qui vend de tout. Il y en a même qui achètent beaucoup plus que de vendre. Dans certains instants, ça devient une sorte de... ça devient presque maladif. On y voit des constructions tout à fait bizarres. Ici, un marchand de pierres naturelles qui utilise les chutes, les blocs de pierre bleue qu'il ne peut pas vendre comme matériau de construction. Jusqu'au moment qu'il n'y en a plus, et puis il utilise des blocs de béton. Les fenêtres, probablement, il les a récupérées ici ou là. Les proportions de ce bâtiment n'ont pas été réfléchies sur un plan. Probablement que les blocs de béton ont été maçonnés le jour où il a trouvé le lot de fenêtres. On saute 4-5 ans dans le temps maintenant. Ceci, c'est un projet qu'on a fait, un projet pilote, mais donc on essaye de développer cela comme activité. Donc on a fait ces inventaires de tous ces marchands qui vendent des matériaux de construction. On a maintenant un accord avec un très grand promoteur immobilier à Bruxelles qui gère 600-700 000 m² d'espace de bureau sur Bruxelles, donc c'est quand même pas mal. Et maintenant, quand on débarque dans les espaces à démolir, c'est beaucoup plus tôt. Les scènes qu'on voit ne sont plus les tas de matériaux abîmés, mais plutôt des espaces tout à fait neufs. Donc la durée de vie d'un espace de bureau est de 10-12 ans. Ça veut dire que par exemple les lieux de représentation qui sont utilisés qu'une ou deux fois par mois, ils sont assez neufs. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces endroits-là? On a un deal, donc on reçoit les clés 3 mois avant le début des travaux de démolition, et l'endroit en quelque sorte devient notre magasin. Donc, tout ce qu'on arrive à vendre au coût pour couvrir les frais de démantèlement, est évacué, et le reste on laisse et fait partie du processus de démolition normal. Donc pour vous donner un exemple, un bâtiment, un deuxième qu'on a fait récemment, 9000 m², un bâtiment début des années 90, en total, en fait, tout dans ces espaces de bureau a été conçu pour être facilement démontable. Donc, ces parois, c'est vraiment une question de 2 minutes de temps de démontage. Les évacuer dans le bâtiment, souvent, est plus problématique ou plus onéreux parce qu'il faut passer par des montages, etc. Mais en général, par exemple, même l'éclairage, c'est vraiment démonter un plafond, c'est vraiment une question de 60-70 secondes de temps de démontage par luminaire. Et donc, maintenant, ce dernier projet-là, on a fait, je pense, autour de 25 tonnes de matériaux évacués dans un bâtiment. Le tout donc sans subside de l'État ou sans intervention de qui d'autre. Le deal qu'on a avec le propriétaire de l'immeuble, lui, il est bien content parce qu'il voit sa facture de démolition descendre. Et nous, on prend quasi aucun risque parce qu'on vend avant de démonter. Donc voilà, ça c'est un projet en cours, c'est un projet qu'on essaye de développer peut-être aussi dans d'autres villes et avec plus de systématisme. Et qu'on espère peut-être en quelques années que ça devient un projet autonome qui n'est plus dépendant de notre structure. Les questions que ça pose, parce que si on s'intéresse à cette question-là, c'est en quelque sorte la question que ça pose. Pour nous, c'est un sujet de recherche. C'est pas qu'on trouve qu'absolument il faut sauver tout petit morceau de matériaux qu'on peut sauver. Nous, on fait ça par intérêt dans le processus de conception. Et pour illustrer ça, je vous montre un projet
que j'ai fait ici à Genève avec des étudiants de la HED, dont certains sont même dans la salle, je vois. Donc une petite bijouterie genevoise avec un plafond doré et un revêtement en faux bois, enfin une espèce de panneau mélaminé faux bois, est prévu d'être démoli, donc tout l'intérieur doit partir et les étudiants se mettent à démonter l'ensemble des panneaux, enfin toute la couche intérieure du bâtiment, ils prennent tout avec. Assez drôle de remarquer en fait aussi que c'était déjà la deuxième ou la troisième couche, enfin, cet espace devenait de plus en plus petit, mais ils ont juste pris la dernière couche d'en. Ils ont ramené tous ces matériaux-là au local de classe à la HED, à la Prairie, et ils ont utilisé ça comme un sujet de travail pendant un semestre. Donc ce travail, il a passé par un travail de documentation, de regarder pièce par pièce qu'est-ce que c'est. L'un c'est un panneau, l'autre c'est un panneau miroir, l'autre c'est une plainte, etc. Et ils ont commencé à trouver des applications diverses où ils se sont posé la question de qu'est-ce que ces matériaux-là essayent de nous dire ou de quelle manière ils peuvent trouver une utilité ou qu'est-ce que ça signifie que ces matériaux existent. Parfois en passant par des projets assez drôles, combinés un matériau trouvé à la poubelle avec des formes ultra contemporaines qui font penser au parametric design. Enfin, si j'ai bien compris, c'était une blague de leur part. Mais le fait d'avoir ces matériaux-là à disposition là rendait aussi possible pour eux de ne pas rester dans l'exercice théorique, mais de passer aussi à l'acte. Par exemple, ici c'est un remontage du faux plafond doré dans un passage souterrain, une zone à graffiti ici à Genève. Bon, il y a une série d'interventions qui étaient intéressantes, d'autres l'étaient moins, mais à la fin de l'année, le moment est venu qu'il fallait évacuer ces matériaux-là. Évidemment, ils n'allaient pas laisser le plafond doré dans le tunnel, et l'école n'était pas vraiment motivée de garder les panneaux non plus. Et donc la question est venue de qu'est-ce qu'on va en faire. Et l'action qu'ils ont entrepris est vraiment très beau par sa simplicité. Ils ont pris tous les matériaux et ils les ont simplement arrangés dans l'espace public en face de l'école. Ce qui était pour moi un moment assez magique. Donc on voit une hauteur constante, liée à la hauteur de plafond. On voit ce matériau doré qui se comporte particulièrement bien dans l'espace public. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé la commune de Genève en demandant qu'un camion passe le lendemain pour chercher les matériaux pour les évacuer. Donc c'est une sorte de... On les met déjà dans la rue et le lendemain ils vont être évacués. Et puis ils se sont planqués dans le local en face et ils ont commencé à documenter en fait les personnes qui ont commencé à prendre des bouts là. Et donc un simple déplacement logiquement ces matériaux se trouveraient dans une benne. Le benne c'est vraiment le code qu'on connaît pour dire matériaux déchets. Juste en nettoyant ces matériaux-là, en bien les arrangeant, en trouvant un alignement, quelque part ces matériaux deviennent tout à fait bizarres. On arrive de nouveau à les voir comme un grand miroir ou comme un panneau qui peut devenir un plan de travail d'excellente qualité ou juste de quoi faire une étagère temporaire le temps de trouver autre chose. Et donc, moment magique, le lendemain, les quelques panneaux qui ne sont pas partis sont évacués par la commune de Genève. Comme vous voyez, il ne restait pas grand-chose. Une deuxième question que ces matériaux de démontage posent, c'est vraiment le rôle qu'un architecte prend dans un processus de conception. Donc, ce que vous voyez là, c'est une structure, un hangar ou un garage en
pièces détachées. Dans le petit bac gris au-dessus, il y a tous les boulons, il y a les couvertures de toiture, il y a la structure en acier, etc. Et la question que cette structure elle pose, c'est imaginez vous, les architectes parmi vous, comment est-ce que ce serait possible pour vous de travailler avec une telle structure? Imaginez, c'est la structure parfaite pour le besoin qu'un de vos clients a. Qui prend la responsabilité sur le fait que la chose est complète? Qui prend la responsabilité sur le fait que ça va tenir, que ça va s'écrouler après 5 ans? Mais aussi, comment est-ce qu'un architecte peut savoir que ça existe? Est-ce qu'en fait, c'est l'entrepreneur qui doit trouver cette structure-là, ou est-ce que pour ce genre de choses-là, l'architecte est juste celui qui signe le permis et il n'a pas besoin d'intervenir plus que ça? Et je détaille un petit peu plus par rapport à un projet qu'on vient de faire à Paris, un aménagement temporaire pour les galeries Lafayette. Donc les galeries Lafayette, le department store parisien, il commence une fondation d'art et de design. Ils ont un bâtiment de quelques milliers de mètres carrés et ils nous demandent de faire une scénographie pour une sorte de moment de presse ou moment public d'ouverture. Donc au lieu de leur donner ce qu'ils ont demandé, nous on propose de renverser la question et de dépenser le budget différemment. Donc, au lieu de construire une scénographie, une sorte de boîte dans la boîte, un peu comme la bijouterie qu'on vient de voir, on propose de faire un travail d'évacuation, et d'évacuation uniquement. Le bâtiment, dans notre idée, en enlevant l'amiante, en améliorant les circulations, en enlevant les problèmes ou les circuits d'électricité problématiques qu'il y avait moyen, juste par un travail d'enlèvement, de rendre l'ensemble du bâtiment accessible. Et donc plutôt que faire un événement il y a 2 mois pour annoncer le fait que les travaux vont commencer dans 1 an et demi et que dans 3 ans on pourra faire le premier projet d'exposition dans le bâtiment, nous on l'a en fait enlevé l'excuse que le bâtiment n'était pas accessible, on a enlevé tout ce qui était dangereux et tout d'un coup le bâtiment devenait utilisable. Et donc on voit maintenant qu'ils ont commencé à faire une programmation disons informelle dans un lieu dans lequel ils ne le pouvaient pas avant. Et donc vous voyez ici comment on a travaillé dans ce bâtiment de manière très simple. On a pris des scies, on a enlevé ce qu'on trouvait gênant. Dans ce cas-ci, les espaces d'exposition et les espaces pour une fondation d'art sont toujours assez des chouettes missions. Ici, on a décidé de garder les 60 cm du bas de tous les murs dans une pièce et d'enlever tout le reste. D'une telle manière qu'on avait encore le sentiment de pièce, mais qu'en même temps on avait le sentiment d'un grand ouvert. Un autre exemple ici, une pièce avec un faux plafond, donc c'était une maison du 19e, mais qui avait été rénovée de manière très violente en espace de bureau. Donc de nouveau, tout ce qui était considéré problématique dans ces espaces-là était caché par des faux plafonds, des faux murs, etc. Ici même, vous voyez donc que la hauteur de plafond originale, elle bloquait un tiers de la fenêtre, et donc l'idée est venue de soulever ce plafond. Ici vous voyez le résultat final. On a aspiré le tapis et on a juste remonté le plafond. Et donc l'idée était que en fait cette pièce elle n'était pas vraiment problématique, mais comme la connotation de vieux espace de bureau était tellement forte, quelque part, même s'il n'y avait pas de raison pratique de ne pas utiliser ces espaces, la typologie était trop forte. C'est très difficile de faire une expo ou un dîner familial dans un espace de bureau. Donc juste où on voulait, ça c'est le pari qu'on a pris, juste en changeant ou en jouant avec ces connotations, en changeant la géométrie de certains espaces, avec un minimum d'effort, on voulait changer les connotations des espaces. Et ce à quoi je veux en venir, c'est que c'est très simple quand on connaît l'entrepreneur, qu'on a les clés du bâtiment. Quelque part, la manière dont on travaille dans ce bâtiment-là était la même chose que quand on fait des travaux de démolition dans un espace de bureau. C'est nous qui sommes entrepreneurs.
où on travaille de manière très proche avec les entrepreneurs. Et donc, on peut prendre 2 cordes, essayer de monter le plafond. Si ça tient, on met 2 vis, on tire une fois, ça a l'air de ne pas tomber, et on avance dans la prochaine pièce. Imaginez-vous que comment prescrire ça dans le cadre enfin, quand il y a un rapport plus formel avec un entrepreneur, imaginez-vous que ce truc ne tient pas, il va commencer à facturer des suppléments, et il y a de bonnes chances que ce qui était conçu comme une installation toute simple perd tout son sens ou devient très problématique, très difficile à gérer dans le contexte d'un chantier. Autre exemple, ici un aménagement de bureau qu'on a fait à Bruxelles. On a des bons contacts avec un fabricant de tapis qui, à la fin de l'année, on lui a demandé on sait qu'il fait son inventaire à la fin de l'année, toutes les couleurs qu'il n'a pas vendues, il en reste un peu. Et donc, on a rassemblé 300-400 mètres carrés de dalles de tapis de couleurs diverses, et ça, c'est devenu le sol. C'est très facile. Ici, on travaille avec cette organisation-là depuis des années. On se comprend. Ils ne vont pas se dire j'aime bien ce bleu-là, j'aime pas ce rouge-là. Ils pouvaient attendre jusqu'à la fin de l'année avant d'installer leur tapis. Enfin, c'est très organique. Maintenant, un autre projet sur lequel on travaille, qui est le centre de mode et design à Bruxelles, qui a la même échelle, 2500 mètres carrés, a priori le même contexte, comme je disais là tout à l'heure. Par le fait que c'est un appel d'offres public, cela devient vraiment très problématique. Et donc, dans ce bâtiment-là, on a dû constater que c'était quasi impossible de prescrire l'utilisation de matériaux de seconde main, ou même des matériaux qui sont sur place. Si on doit enlever un faux plafond pour passer des conduites d'électricité ou de gaz ou peu importe, quand l'entrepreneur remonte le même plafond, il n'a plus le certificat que le plafond il est inifugé. Et donc, problème. Et donc, on se rend compte qu'un matériau de construction, en fait, implique beaucoup plus que sa simple matérialité, qu'il y a toute une série de services cachés, de propriétés cachées à ce matériau-là. Bon, je vais vous dire en 2 minutes l'idée de ce projet-ci. Quelque part, la question de réemploi est quand même présente dans ce projet-ci, mais d'une autre manière. La compétition visait à démolir l'ensemble du bâtiment et l'appel était pour une construction neuve à 70 ou à 80%. Pour un centre de mode et de design, nous avons dit que en fait, la typologie ou la diversité des typologies telles qu'elle existait dans ce bâtiment était une richesse qui était difficilement imitable dans une construction nouvelle. Donc on a au milieu un dépôt du 19e, on a à droite un bâtiment des années 70, structure en béton avec une façade non portante, et à gauche on a une réinterprétation des années 70 d'une maison typiquement bruxelloise des années 30, qui est d'ailleurs construite par la même architecte qui a construit la structure tout à fait moderniste de l'autre côté. Et donc, dans ces espaces-là, on a la typologie espace de bureau, on a la typologie loft, on a la typologie chambre à coucher, on a la typologie cave, on a une richesse de typologie. Enfin, dans les espaces d'exposition, je pense que, en tout cas nous et pas mal de gens avec nous, on en a marre de travailler dans des cubes blancs. Ici, le fait que la hauteur de plafond varie dans chaque pièce dans laquelle tu vas dans ce bâtiment-là permet un autre rapport d'exposition. Peut-être que tel vêtement, il va très bien dans un grand espace loft tout seul au milieu. Peut-être qu'un autre objet a besoin d'un espace plus confiné. Donc ça, c'est le pari qu'on a pris dans ce projet-là. Je retourne aux matériaux de construction. Donc le constat que c'était quasi impossible de travailler avec des matériaux de réemploi dans ce projet-ci nous a poussé un peu plus loin dans notre recherche des revendeurs de matériaux de construction. Donc on a commencé à se dire en fait, quand on achète une palette de briques,
qu'est-ce qu'on achète réellement? On achète que toutes les briques ont la même taille. On achète qu'elles soient livrées à tel moment. En fait, l'entrepreneur, lui, il est payé uniquement quand il a livré une certaine phase du bâtiment. Donc il y a quelqu'un qui doit avancer les sous des briques. C'est aussi un service que le revendeur de matériaux de construction fait. Donc on a commencé à prendre le pari de dire, si on croit vraiment à ce secteur de matériaux de construction, on a en fait besoin d'entreprises, d'acteurs qui fournissent le même type de service aux entrepreneurs et aux architectes que ce qu'un fabricant de matériaux neufs fait pour les matériaux neufs. Donc ici, une entreprise qui s'est spécialisée dans le nettoyage de briques. Pour le moment, c'est un processus manuel. Donc en fait, c'est des briques qui ont été majoritairement maçonnées avant les années 60 avec des liants sur base de chaux qui sont assez faciles à nettoyer. Les liants sur base de ciment sont beaucoup plus problématiques. Ces briques sont emballées sur des palettes par 1000 pièces ou par 500 pièces. Et finalement, on retrouve une typologie de n'importe quel magasin de revente de matériaux. Il n'y a pas vraiment de différence pour un architecte entre prescrire ce matériau-là ou prescrire un autre matériau. Et donc on a fait un site qui a comme ambition, je pense qu'on y est quasi, d'inventorier l'ensemble des revendeurs professionnels de matériaux de construction, donc des entreprises qui proposent un service spécifique et de manière professionnelle. Donc pas le petit vendeur qui fait ça le week-end dans le garage de sa maman, mais plutôt des entreprises qui ont un numéro d'entreprise, qui sont en ordre avec toute une série de régulations, etc. On a détaillé quel type de service ils peuvent fournir, quel type de conditions, ils demandent quel type de quantité, ils peuvent faire, etc. Donc bien sûr, cela n'a pas réglé toutes les questions. Par exemple, on peut s'imaginer que pour un brique de parement, pour une petite villa, les risques sont beaucoup moins élevés qu'une structure en acier qui doit devenir une structure en acier portante, peut-être pour un immeuble assez haut. Quoique en Angleterre, en fait, il y a un bureau d'ingénieurs qui s'est spécialisé dans la... il redonne il recalcule les forces qu'on peut exercer sur de l'acier de seconde main. Donc, il y a toute une série de métiers niches qui se développent. Et on a commencé aussi à s'intéresser à, disons, la représentation papier d'un matériau de construction. La plupart des architectes, ils n'ont pas de stock de pavés ou de bordures de trottoirs chez eux. Le matériau qu'ils manipulent, c'est des matériaux en papier, c'est des prescriptions. C'est tel matériau dans son absolu, il en faut autant, il faut l'amener à tel moment, à tel endroit. Là. Et on voit en fait qu'il y a une longue tradition de copier-coller dans ces prescriptions-là, ce qui est logique. Enfin, moi, je ne saurais pas vous décrire à quoi doit correspondre exactement un panneau de plâtre, quel est le nom d'hydrofuge, etc. Mais les fabricants, ils abusent un peu de leur position parce qu'ils vont commencer à insérer un tas de choses qui sont spécifiques à leurs produits, mais pas nécessaires aux matériaux de construction. Un exemple sur lequel on a agi, c'est que les bordures de trottoir, typiquement dans un cahier de charge, il y a marqué qu'elles doivent avoir une longueur fixe. Donc ils doivent avoir tous 80 cm ou 1 mètre. Il n'y a pas de raison technique pour le faire et ça génère un handicap pour le secteur de seconde main parce que tous ceux qui ont été coupés ou qui manquent 5 cm ou dans une rue, parfois il y a eu plusieurs interventions à plusieurs époques différentes, tous ces matériaux-là deviennent problématiques. Et donc on a commencé à écrire nos propres extraits de cahiers de charge, donc sur mesure de ces marchands de matériaux de construction. Et dans ce cas-ci, plutôt que de dire une longueur fixe, on dit longueur minimale de 80 ou d'1 mètre ou de 75, en sachant que la longueur minimale va influencer le prix.
Et donc, ça c'est un travail important qu'on est en train de mener maintenant. J'ai assez volontairement, je suis passé sur la question du pourquoi. Enfin, je vous ai expliqué que ces cycles de matériaux nous intéressent pour ce qu'ils disent de notre société, pour ce qu'ils disent de nous en tant qu'humains, pour ce qu'ils disent de nous en tant que designers ou utilisateurs d'une architecture. Mais au début, il y a quand même un intérêt pour des questions d'écologie qui nous a poussé dans ce domaine-là. Donc l'idée, c'est l'idée tout à fait classique qui est même inscrit dans pas mal de réglementations. L'idée est que broyer un matériel pour en faire du gravat est une moins bonne idée que de le réutiliser en tant que brique. Et donc c'est une sorte de combat contre l'entropie des matériaux, essayer de les garder dans leur état la plus haute qualité possible. Donc garder l'ensemble d'un bâtiment est peut-être mieux dans cette logique-là que de garder une brique, qui est peut-être mieux que d'en faire du gravat. Mais très tôt dans nos expérimentations-là, on s'est rendu compte que ce sujet des écologies des matériaux était fort problématique. Je vous montre par exemple un projet typique qui se fait construire avec des briques de seconde main telles qu'on les promouvoir en créant des articles de cahier de charge, etc. Disons qu'il y a une sorte d'incohérence entre le matériau qui serait un matériau écologique et le projet architectural qui ne le serait peut-être pas. Enfin, vu la taille des garages par rapport au volume de la maison, on peut vraiment se poser des questions. Donc, est-ce qu'on peut construire une maison non durable avec des matériaux durables, etc. Et donc on a séparé cette problématique-là ou cette question-là dans un projet qu'on a mené la dernière année, qui était le projet de la Triennale d'architecture à Oslo, où on a proposé de travailler sur une seule notion avec l'ensemble des acteurs qui participent à la Triennale, dont on était donc curateur, qui était la notion de durabilité, ou en anglais sustainable. Et je fais un petit passage, parce que c'est une chouette histoire. Je fais un passage par la World Commission on Environment and Development, qui est vraiment comme un extrait d'un livre d'Asimov ou de Philippe K. Dick. Il faut vous imaginer, on est début des années 80, et il y a les Nations Unies, le Conseil, qui regroupe l'ensemble des nations de la planète, qui désigne une femme qui reçoit une mission tout à fait spectaculaire. Donc cette femme-là était Gro Harlem Brundtland, ancienne première ministre du Norvège. Et quel est le mandat que cette femme et le conseil de sages qu'elle établira autour d'elle reçoit? Elle doit formuler un aspirational goal for the world community. Donc ça, vous allez devoir m'aider à traduire aspirational. Comment dire en français? Des idées? Un but tentative pour l'ensemble de la communauté de la Terre. Et donc, évidemment, je pense qu'en tant que designer, ou en tant que philosophe, ou en tant que sociologue, ou peu importe en tant qu'humain, c'est le genre de mission qui fait vraiment rêver. Enfin, c'est vraiment un mandat pour essayer de définir quelque chose qui peut regrouper l'ensemble de l'humanité, qui peut l'occuper pendant suffisamment longtemps et qui peut réunir l'ensemble de la force de l'humanité derrière un seul agenda. Évidemment, quand vous travaillez sur cette question-là, il n'y a pas moyen d'être trop précis. Il n'y a pas moyen de commencer à dire « Ah, il faudrait utiliser plus de briques de réutilisation » ou « Il faudrait qu'un tel fasse moins ceci, qu'un tel fasse plus cela ». Il faut quelque part rester ou honorer ce niveau tout à fait abstrait. Et cette commission, à mon avis, à notre avis, remplit cette mission de manière tout à fait excellente. Cette commission va inventer la notion de développement durable. Donc, il faut vous dire qu'avant 84, le rapport est publié en 87, avant 87, développement durable, ça ne veut rien dire.
Le mot durable existe, bien sûr, le mot développement existe, mais la notion de développement durable a vraiment été fabriquée, a été conçue pour répondre à cet agenda, à ce moment-là. Ce qui est quand même quelque chose de vraiment remarquable. Et comment on définit alors cette notion de développement durable? On le définit comme un développement qui rencontre les besoins d'aujourd'hui sans compromettre la capacité des générations futures à rencontrer leurs propres besoins. Et donc, c'est une vision d'harmonie. Tout simplement, une balance entre la sphère économique, la sphère écologique et la sphère sociale. Et cette définition est tout à fait sublime dans la mesure où c'est très très difficile d'être en désaccord avec. Je connais très peu de gens qui vont dire ah non, moi je trouve que les futures générations, ils ne devraient pas avoir la capacité de remplir les besoins. C'est une notion qui a été conçue pour réunir un maximum de personnes, pour éviter toutes les questions difficiles. Évidemment, d'un autre côté, elle est tout à fait problématique, cette définition. Par exemple, la question des besoins. Quand on trouve que le chocolat, c'est un besoin de l'humanité, du chocolat durable, ça existe. Quand on trouve que du chocolat n'est pas un besoin, le chocolat durable n'existe pas. De la même manière, une voiture de sport électrique, si on trouve que la mobilité individuelle est un besoin des humains, alors une Tesla Roadster est un exemple d'un projet durable. Si on trouve que ce n'est pas le cas, ce projet tombe un peu à l'eau. Et donc, quelque part, cette définition, elle évite toute cette situation concrète. Sa première ambition était de servir comme une sorte de parapluie qui pouvait regrouper un maximum d'idées en dessous d'elle. Tout d'un coup, un industriel pouvait aussi se dire durable. Un activiste n'avait plus le droit unique d'utiliser des notions d'écologisme. Et donc, quelque part, à partir du début des années 90, on voit que toute une série de gouvernements et d'acteurs vont vraiment embrasser cette notion de développement durable sans vraiment savoir ou sans que ce soit une notion vraiment concrète. Ils sont d'accord avec la notion abstraite de développement durable. Et donc, les 30 dernières années, on peut le lire comme une tentative de traduire cette notion abstraite dans des situations concrètes. Et c'est là que, pour nous, la question devient vraiment intéressante. Donc il y a un tas de personnes qui ont écrit des choses, qui ont fait des choses pour essayer de donner sens à cette notion de développement durable. Un exemple qui est, selon moi, tout à fait fâchant. Ici, vous voyez une présentation par le CEO de Siemens, une boîte spécialisée, je ne dois pas vous introduire Siemens, qui a monté il y a une quinzaine d'années un projet ensemble avec le journal plutôt de droite libérale The Economist, un journal britannique, pour faire un ranking, un ordre de durabilité de toutes les villes majeures mondiales. Et donc, ils vont faire une sorte d'analyse de ville par ville pour voir quel est le score en matière de durabilité. Et puis ils vont les classer. C'est typiquement le genre de ranking que Copenhague gagne facilement et que Rio est très problématique. Et cette personne ici, on le voit dans la présentation des résultats de l'analyse qu'il a fait sur Bruxelles. Et un des slides qu'il montre est tout à fait questionnant. Donc, il mentionne qu'après ces 15-20 ans de recherche, il voit une corrélation positive entre le produit régional, donc l'argent généré dans une certaine région, et la performance environnementale. Et donc au début on se dit ah oui ok, en fait c'est logique, les personnes qui sont plus riches et qui consomment plus
Mais en fait, non, c'est l'inverse. Donc le plus riche qu'on est, le plus durable qu'on est, selon le système de ranking utilisé par Siemens. Donc quelque part, la pauvreté devient en quelque sorte quasi criminel. Quand on va voir alors quels sont les critères que Siemens utilise, c'est par exemple, c'est toute une série de choses qui sont liées au marché qu'ils développent. Est-ce qu'il y a eu des investissements dans les transports en commun? Est-ce qu'il y a eu un nouveau métro récemment? Oui, autant de points. Est-ce que toute l'eau d'une ville est filtrée en utilisant des systèmes de détecteurs Siemens? Ça aussi, c'est valorisé. Enfin, je pourrais longtemps parler de cet exemple-là, mais on peut dire que donc, s'il y a eu un travail de traduire cette notion abstraite dans une situation concrète, on arrive tout doucement maintenant à une série ou à un début de consensus de qu'est-ce qu'on peut appeler durable. Ici, des timbres de la Poste hollandaise qui font le point, je pense qu'ils résument assez bien ce qu'on considère durable aujourd'hui, tout en sachant que c'est donc une construction ou c'est une interprétation d'une notion qui a été construite. Et on a commencé donc pour le travail qu'on a fait sur la triennale d'Oslo, de voir le mot durable, non pas comme quelque chose sur lequel nous, on a une opinion qu'on veut ventiler vis-à-vis du monde, on a commencé à documenter ce que les autres appellent durable. Donc on a commencé le mot durable comme une citation à chaque fois. Donc McDonald's appelle l'électricité qu'ils utilisent dans leur restaurant de l'électricité durable. Cette électricité-là est durable parce qu'il est nommé durable. Donc, c'est un peu ça nous a permis de faire une sorte d'inventaire de tout ce qui se disait durable aujourd'hui et d'essayer d'en tirer des conclusions. Cette situation ici, je vous montre ceci, qui est quand même assez spectaculaire. Donc, cette électricité qui est durable dans cet endroit-là est durable parce qu'il a été généré en combustion de déchets. Donc, quelque part, les déchets que tu génères en allant chez un McDo sont durables parce qu'ils sont recyclés en combustion pour en faire de l'électricité qui va éclairer le restaurant. Donc il y a une sorte de loupe rhétorique bizarre qui commence à se dégager. Un autre exemple, une entreprise qui produit des plaques de plâtre. Une plaque de plâtre, c'est un produit tout à fait simple. C'est 2 feuilles de carton avec du plâtre entre les deux. C'est pas plus compliqué que ça. Ce produit reçoit une certification de durabilité en Flandre qui va lui permettre d'entrer dans un régime de taxation très favorable ce produit en question a été certifié Credo to Credo, entre autres parce qu'il est à 85%, il contient de matières recyclées. Et donc, quand on voit d'où viennent ces matériaux recyclés, il y a quelque chose de nouveau intéressant qu'on peut remarquer. Parce que le plâtre en question vient en fait des centrales de combustion de charbon. Donc, quand on incinère du charbon, il y a du NOx qui se dégage. Le NOx crée des pluies acides. Europe n'a pas les pluies acides, donc ils ont obligé toutes les centrales à laver leur gaz d'échappement avec du calcium en produisant du plâtre. Et donc, cette industrie de la combustion du charbon qui est très facilement à considérer non durable, ou qui est considéré non durable par un grand nombre de personnes, a une petite partie durable quand même à l'intérieur. Donc il y a quelque chose qui se passe quand on transporte ce plâtre d'un site de combustion de charbon vers une usine de production, le matériau se transforme d'un byproduct, d'un déchet d'un processus non durable vers une matière première pour un matériau de construction durable. Et donc cette limite de où est-ce que le durable commence et où est-ce que le non durable,
le touche est quelque chose qui nous a particulièrement intéressés. Ici, un autre exemple, Masdar City, un projet par Foster & Partners, agence britannique, nommé le plus grand projet durable en construction actuellement. C'est, pour vous donner une échelle, c'est 6 ou 7 km². Et donc, la ville, elle développe toute une série de technologies, je ne vais pas trop les détailler, pour devenir exemplaire en matière d'écologie. Donc l'idée est que la ville devienne CO2 neutre, ou serait CO2 neutre à tout moment. Donc on va utiliser des systèmes de ventilation non forcés, on va utiliser un système de transport en commun sur un niveau sous-jacent de la ville. Et donc l'idée est de construire ce carré comme un exemple de durabilité. Et ce carré, ce qui est intéressant par rapport à ce projet-ci, c'est que quand ils disent que la ville, ils veulent la ville CO2 neutre, ils parlent littéralement de ce carré-ci. Donc, pour vous donner un exemple, l'usine, le four à ciment n'est pas à l'intérieur de ce carré-là, ne fait donc pas partie du calcul. L'aéroport qui n'est pas à l'intérieur de cette ville n'en fait pas partie, etc. Et il y a quelque chose d'intéressant par rapport à cet objet architectural, c'est que c'est une ville murée. Elle est murée pour pouvoir mieux maîtriser, mieux contrôler le climat, la température à l'intérieur de cette ville-ci. Mais dans ce cas-ci, on a un objet architectural qui est muré, et le mur sépare vraiment le non-durabilité vis-à-vis de la durabilité, ce qui est à mon avis quelque chose d'unique. Et quand on regarde, évidemment, je ne dois pas vous dire que c'est une construction de pouvoir appeler cette ville durable. Je ne contredis pas qu'elle le soit ou qu'elle ne le soit pas, mais quand on fait un zoom out, donc la petite partie de la ville qui a déjà été construite, le projet compte finir en 2040, 2050, quand on commence à faire un zoom out, on voit qu'en fait, plutôt que de considérer ça une ville comme une ville dans le désert, comme c'est présenté par Foster, en fait, c'est plus facile de comprendre ça comme un quartier de Abu Dhabi, juste à côté de l'aéroport, dans une région qui connaît de nombreux développements, qui ont même des échelles plus conséquentes. Et donc, se dire que Masdar est un objet qu'on peut détacher de son contexte est, à notre sentiment, problématique, de manière culturelle, de manière politique, de manière économique, de manière technologique. C'est un objet qui est connecté avec le reste de ce qui se passe dans cette région et, par extension, le reste de ce qui se passe dans le monde. Et mais c'est pas quelque chose. Masdar a l'avantage d'avoir un mur net qui sépare l'un de l'autre, mais c'est pas une problématique qui est spécifique à Masdar. Au contraire, je vais argumenter que chaque projet, chaque objet qui se dit durable dans le monde aujourd'hui a en quelque sorte des murs tout à fait similaires. Donc, la logique est très simple. Si l'ensemble de la planète est non durable, si notre rapport avec l'ensemble de la planète est non durable, et le réchauffement climatique est un des indicateurs que ce soit le cas, pour pouvoir créer un objet durable à l'intérieur de cette planète, conceptuellement, on doit le séparer. On a besoin, en quelque sorte, de construire des murs autour. Donc, et évidemment, l'idée explicite d'un label comme BREEAM ou comme LEED, c'est qu'on va faire des petits objets durables. Ces objets durables vont se connecter dans des espèces de méga projets durables, et tôt ou tard, l'ensemble de la planète va devenir une structure durable. Mais la question de comment on va positionner les frontières, vous l'avez bien compris, ce mur, c'est vraiment la limite de la responsabilité qu'on prend en tant que designer, c'est vraiment la limite de jusque-là, jusqu'où on se permet de regarder. La position de ce mur-là va vraiment influencer la validité ou la validité humaine, je dirais, de notre
de notre engagement en tant que designer. Et donc, cette question-là, en fait, elle est intéressante parce qu'elle implique que pour pouvoir parler de la question durable ou non durable, on a besoin plus de sciences humaines, ou on a besoin d'inclure les sciences humaines dans un débat qui est pour le moment mené uniquement à l'intérieur des sciences dures. C'est une longue parenthèse. Je veux quand même aborder encore un dernier sujet, très rapidement, qui est la question des expositions. Quelque part, le travail de recherche et le travail de conception sont deux choses qui sont importantes pour nous, mais le fait de faire des expositions l'est probablement encore plus. L'idée derrière nos expositions, c'est que le monde des idées est connecté au monde matériel, qu'on peut détecter des liens entre les deux. Par exemple, vous connaissez Bruxelles comme une capitale bureaucratique de l'Union européenne. Ça va se traduire dans une multitude de bureaux immobiliers, de bureaux seconde main sur le marché seconde main à Bruxelles. Et donc, c'est pas une blague, le marché seconde main du mobilier de bureaux est complètement inondé à Bruxelles par les changements des chaises et des tables que la Commission européenne décide. Un autre exemple qui est de nouveau, enfin, je vous montre un espace d'exposition, mais ce qui est intéressant dans cet espace d'exposition, c'est qu'en quelque sorte, ce n'est plus une exposition. Je m'explique. La dernière fois que cette exposition permanente du musée d'Afrique à Tervuren a été changée, c'est en 1958, à l'occasion de l'Expo universelle à Bruxelles. Il y a juste un petit panneau à l'entrée du musée qui spécifie, qui a été rajouté dans les années 90, qui spécifie, donc l'exposition date de 58. En 61, il y a 21 pays africains qui ont gagné leur indépendance. Pour le reste, il y a toujours le statut du roi Léopold II qui est responsable d'avoir tué à peu près la moitié de la population d'un pays qui est à peu près 50 fois plus grande que la Belgique, sans que ce soit cadré d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vraiment un musée comme un objet trouvé. Si vous avez l'occasion d'y aller, ça vaut vraiment la peine. Vous avez jusqu'à la fin de ce mois-ci, parce qu'ensuite, ils vont changer enfin l'exposition permanente. Ce que je regrette beaucoup. Ce musée est une sorte de fantasme européen de ce que devrait être l'Afrique. Enfin, si vous demandez à un enfant de 6 ans de dessiner qu'est-ce que c'est l'Afrique, il va probablement vous dessiner des choses, des scènes qui sont reconstruites à l'intérieur de ce musée-là. Mais ce qui m'intéresse dans cette situation-là, c'est que on voit quand même que quelque part, même si la situation, si personne n'a fait quoi que ce soit pour la faire refléter une réalité ou pour l'adapter à une actualité, le musée s'adapte par lui-même. Ici, vous voyez deux rhinocéros dont on a enlevé les cornes. Il y a une petite note à côté de ce rhinocéros qui dit voilà, on a enlevé les cornes parce qu'on n'arrivait pas à les protéger et on a peur que quelqu'un va venir les voler. Ce qui est une représentation assez incroyable en fait de ce qui est en train de se passer avec le rhinocéros de manière sauvage. Enfin, quelque part, c'est presque le travail d'un artiste, où on pourrait considérer que c'est de la scénographie hautement évoluée, de représenter le rhinocéros et la problématique dont il fait partie de cette manière-là. Et tout ça suite à une décision probablement administrative. Et donc, c'est ce genre de langage-là, ou c'est ce genre de cas-là qui va nous inspirer pour faire les expositions qu'on fait. L'expo qu'on a fait à Venise a été mentionnée. Ceci, c'est le pavillon belge dans les Giardini à Venise, un pavillon conçu au 19e pour exposer de la peinture. On a répondu à l'appel
un concours pour proposer de le remplir d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on ne voulait pas faire, les Danois l'ont fait cette année-là, cette exposition, ou ce langage d'exposition avec des maquettes blanches, des renders tout à fait idylliques, et une maîtrise complète ou totale de Musage. On voulait quelque part montrer l'architecture qui échappe ou aussi la nature problématique dont on parle de l'architecture dans ce genre d'événement-là. Typiquement, les seuls projets dont on parle dans le monde de l'architecture, c'est les projets qui sont dans l'actualité. Et éventuellement, lors d'un anniversaire, on va encore une fois parler d'un bâtiment d'il y a 30 ans. Mais en fait, quand un bâtiment devient intéressant, après 10-15 ans d'utilisation, quand on commence à pouvoir en dire quelque chose d'intéressant, est-ce qu'il a marché ou pas, on arrête d'en parler typiquement. Le langage architectural est vraiment un langage qui est en beaucoup